Bonjour, bonsoir à tout le monde. Donc, je vais vous présenter une communication sur la cause animale aujourd'hui. Et pour commencer, 4 remarques d'introduction. La première, j'aimerais définir brièvement l'animalisme comme un mouvement culturel, philosophique, social qui rassemble des personnes venues de plusieurs horizons, des particuliers et des associations autour de la cause animale. Ces personnes tentent d'améliorer la condition des animaux partout où elles se trouvent. Et je voudrais, moi, montrer que l'animalisme a une profondeur, c'est-à-dire qu'il ne se réduit pas seulement à l'apologie du mode de vie vegan, même si c'est bien évidemment important, mais qu'il est l'idée que la question animale est stratégique, qu'elle est au cœur d'un projet de société, incluant les humains et les non-humains, et se rattachant même à une sagesse de l'habitation de la Terre. En disant cela, je souligne non seulement qu'elle a une universalité, faisant qu'elle est peut-être capable de dépasser certaines oppositions partisanes, mais surtout que les violences animales sont insupportables pour eux, mais aussi sont un coup de projecteur sur un modèle de société qui est fondé sur l'exploitation illimitée non seulement des ressources de la Terre, mais aussi des vivants, des autres vivants. Une exploitation illimitée qui génère des contre-productivités sur le plan environnemental, mais aussi sur le plan du travail, sur le plan social, et peut-être aussi qui nous déshumanise. Et j'aimerais justement insister, et c'est non pas opposé à ce qui a été dit auparavant, mais complémentaire, et même si ce caractère complémentaire semble paradoxal, j'aimerais montrer que la cause animale, justement, quand on la prend dans sa profondeur, eh bien, elle peut être aussi l'occasion d'un nouvel humanisme. En tout cas, elle n'est pas opposée à la cause de l'humanité, aux causes plurielles de l'humanité, la justice sociale et la protection de la biosphère finie, mais elle est aussi le vœu d'une cohabitation plus juste avec les autres vivants, humains et non humains. Alors, je vais essayer donc de sortir la question animale et la cause animale qui est son combat d'un îlot éthique, dans lequel peut-être elle a été parfois reléguée. Et ce sera ma troisième remarque, est d'autant plus important que nous sommes à la croisée des chemins. Il y a effectivement beaucoup de débats autour de la cause animale qui témoignent de l'intérêt des individus pour cette question, ou des individus qui changent leur style de vie, ou même ceux qui n'ont pas encore modifié leur régime alimentaire, leur manière de se vêtir, mais qui quand même considèrent que ce que nous faisons aux animaux chaque jour pour l'alimentation, pour les vêtements, pour l'expérimentation, les divertissements est aberrant et indécent, est arrivé à un stade qui fait honte et qui souligne justement que nous nous sommes assignés un droit, une souveraineté illimitée sur ces vivants, dont pourtant les sciences, les philosophes et le sens commun reconnaissent la sentience, la sensibilité, le fait que ces individus sont des sois vulnérables, qui ont une biographie, qui sont individués et pour lesquels leur vie est aussi importante que la nôtre l'est pour nous. Donc nous sommes à la croisée des chemins, à la fois ce mouvement que moi je crois irréversible et dont j'essaierai de montrer les enjeux, mais en même temps, rien ne change au niveau des pratiques. Il y a toujours autant d'animaux tués pour leur chair, pour l'expérimentation malgré les alternatives existantes, de même pour le textile, malgré les innovations existantes pour remplacer la fourrure, le cuir et même la laine, eh bien, peu de personnes s'emparent de cela et l'économie ne s'est pas reconvertie pour se mettre au service des humains et des animaux, pour se mettre plutôt au service de la vie, mais elle est prise au piège par des produits, des lobbies qui mettent les États aussi à genoux. Et donc politiser la cause animale, c'est évidemment, on va le voir, faire en sorte que les intérêts des animaux soient inclus dans la définition du bien commun et que justement ils servent aussi à déterminer les règles de la justice, qui ne sont donc pas seulement déterminées au seul bénéfice des humains, mais c'est aussi promouvoir une reconversion de l'économie et un modèle de développement qui nous sortent d'un ordre économiste. Et l'économisme, c'est le fait que l'économie, pensée comme le profit, subordonne toutes les sphères d'activité, s'immisce dans les valeurs, les valeurs du marché s'immiscent partout, et que le politique est à genoux, il a même disparu, pour être seulement une orchestration comme ça de la sécurité, mais finalement, il ne joue plus son rôle de maintenir justement
l'organisation du travail, etc. Donc justement, je vais essayer de montrer à la fois les enjeux éthiques et politiques de la cause animale, mais comment on pourrait se mettre sur une trajectoire déjà où des choses changent et on ne soit pas toujours dans ce discours où entre nous on parle et on est content que ça avance un peu au niveau des consciences, mais qu'on rentre chez soi, on va dans la ville et c'est finalement très douloureux car on voit quoi? Du cuir, de la fourrure, on voit de la viande, du jambon, enfin voilà, et ça n'en finit pas et tout ce qu'on voit et qu'on ne voit pas est absolument abominable. Alors comment justement sortir de cela? Donc je vais en 3 parties d'abord présenter quelque chose d'un peu pédagogique sur les 2 premières vagues de la philosophie de l'animalité qui s'en tiennent peut-être à l'éthique animale et à une définition de la sentience qu'il faut aujourd'hui compléter. Et puis en 2e partie, justement, j'essaierai de montrer pourquoi la cause animale est une question de justice et de civilisation. Et donc porteuse d'un projet humaniste et peut-être d'un projet civilisationnel. Et on arrivera à la 3e vague de la cause animale. Et voilà, j'ai déjà fait mon introduction. Et j'essaierai de voir comment la politiser, avec quels outils théoriques, mais surtout comment le faire aujourd'hui, quelle stratégie utiliser. Alors très vite, puisque beaucoup le savent, et ça a été dit tout à l'heure, je crois, les 2 premières vagues de la philosophie de l'animalité, c'est l'éthique animale qui effectivement devient une discipline à part dans les années 70, en même temps qu'est forgé le mot spécisme, antispécisme, 71, par un psychologue d'Oxford et repris de manière populaire, Yves Bonardel l'a dit tout à l'heure, par Peter Singer. Je vais juste ajouter, pour ne pas répéter ce qui a été dit tout à l'heure et qui était parfaitement juste, que Peter Singer et Tom Regan, qui sont les 2 pères fondateurs de l'éthique animale, bien qu'ils soient différents, partagent la critique du spécisme, pas la peine de le définir puisque ça a été fait tout à l'heure, mais surtout cherchent à justement dénoncer les pratiques, les abus, les pratiques abusives, la maltraitance animale dans l'élevage, l'expérimentation, etc. Et partent de la réhabilitation de la sensibilité, reprenant ce mot, cette formule qu'on trouve chez Jeremy Bentham dans ce livre majeur, sur les principes de la morale et de la législation. La question n'est pas peuvent-ils penser, mais peuvent-ils souffrir? Et le mot sentience se trouve dans cet ouvrage, ainsi que l'approche de la morale que Peter Singer reprend, l'utilitarisme, c'est-à-dire une action est bonne quand elle génère le plus grand bien pour un plus grand nombre d'individus, animaux compris, une action est mauvaise quand elle génère des souffrances infinies pour un nombre infini d'individus ou indéfini, et cela pour des plaisirs substituables. Mais je dirais que ce qu'il y a, si vous voulez, il y a une différence entre Peter Singer et Tom Regan. Tom Regan, lui, étant un partisan des droits, ce que n'est pas Peter Singer, surtout au début de sa carrière. Tom Regan est antispéciste et lui, il trouve que les droits de l'homme sont un petit peu chauvins, et même très chauvins, et que justement, il s'agit d'élargir les droits et en accorder à des sujets sentients, à des sujets qui sont le sujet d'une vie, qui sentent que leur vie se déroule comme bien ou mal, et bien leur accorder des droits. Et donc il y a un décentrement de l'éthique, une critique de l'anthropocentrisme. Alors tout cela c'est formidable, il y a peut-être quelques, si vous voulez, pas limites, mais qui expliquent l'échec quand même relatif de l'éthique animale, parce qu'après 45 ans d'œuvres tout à fait de livres majestueux, magiques, rien n'a changé dans les faits, ou pas grand-chose. Alors quels sont les défauts? Peut-être que justement l'éthique animale se situe seulement sur le plan de la morale, des droits, des styles de vie, voire des pratiques sociales, mais pas du politique, au sens où il n'y a pas une réflexion sur comment on pourrait déterminer des règles de la justice, ou des règles de la cohabitation avec les autres vivants, qui ne soient pas seulement à notre bénéfice. On ne parle pas assez du comment et de ce que ça engage au niveau des finalités du politique, des modifications institutionnelles et peut-être aussi de ce qui peut encourager les styles de vie. C'est mon 2e limite. Peter Singer, c'est tout à fait prodigieux, Tom Regan aussi, sauf que ça s'adresse surtout à la raison, à l'argumentation, pas tellement à l'émotion. D'ailleurs, il dit souvent, moi j'ai pas besoin d'aimer les animaux, etc. Et or, les moteurs de l'histoire
sont, hélas, non pas la science ni les arguments, sinon ça se saurait, mais souvent les affects, les intérêts, les affects. Et il y aura peut-être à développer une approche de la morale qui prenne au sérieux ce que la question animale, ce que les souffrances qui leur sont infligées nous font au niveau des traumatismes conscients et inconscients, mais aussi ce qui est le ressort des changements dans les styles de vie. Comment une personne qui voit des vidéos, un jour, passe à travers le miroir et transforme ses modes de vie. Ce n'est pas seulement la vidéo, sinon tout le monde serait déjà vegan. Alors, il faudra voir comment. Et puis, dernière petite limite à ce grand, alors là je dirais courant, de l'éthique animale, eh bien la sentience est définie en termes capacitaires chez Tom Regan comme chez Peter Singer, c'est-à-dire que c'est la capacité à éprouver la douleur, le plaisir, la souffrance, qui est un contenu psychique, détresse, ennui, solitude, mais c'est aussi la capacité à avoir des préférences individuelles, puisque les animaux sentients, c'est des êtres donc vulnérables, individués, il y a quelqu'un derrière la fourrure ou les plumes, mais peut-être que Peter Singer et même sûrement et Tom Regan réinstallent une sorte de hiérarchie au sein des espèces, et ça se manifeste par le fait, par exemple, que Tom Regan dit, voilà, le cheval est sujet de vie, puis il a beaucoup à perdre dans le langage de Peter Singer, mais l'huître, on ne sait pas. Donc vous voyez, il réinstalle une hiérarchie, et aujourd'hui, on définit plutôt la sentience, comme tout ce que je viens de dire, mais aussi la capacité des animaux, dans leurs différences, mais à communiquer leurs préférences individuelles, et non seulement à leurs congénères, aux êtres d'une autre espèce, mais aussi à nous-mêmes, même si on n'entend pas, et à résister parfois. Donc l'agentivité, c'est ça qui définit la sentience aujourd'hui. Ce ne sont pas des êtres seulement passifs qu'il faudrait protéger, des patients moraux, comme dit Tom Regan, mais ils sont aussi, en quelque sorte, des sujets, ce que j'expliquerai tout à l'heure et qui aura une résonance et des conséquences au niveau politique. Alors, deuxième, si vous voulez, grande vague de l'histoire de l'animalité, évidemment, c'est des raccourcis, mais c'est intéressant parce qu'on va retravailler la notion de sentience ici. C'est Jacques Derrida, à la dernière partie de sa vie, mais aussi Elisabeth de Fontenay en 1999, dans Le silence des bêtes, ils se connaissaient, il y a une réflexion assez commune. Chez Derrida, c'est surtout dans l'animal que dont je suis. C'est vrai qu'ils étudient, ils mettent la philosophie à l'épreuve de l'animalité, en montrant comment les philosophes se sont donné le mot pour penser les animaux en les ratant, en les pensant parce qu'ils n'avaient pas, en les comparant à l'homme dont on cherchait un propre, et surtout en gommant l'extraordinaire diversité des animaux. Et Derrida, qui était très doué pour forger des mots, invente ce mot que vous connaissez, animaux, A-N-I-M-O-T. Les philosophes se sont donné le mot pour justement ôter le discours aux animaux, dire qu'ils ne font que répondre, ils n'ont pas de langage, ils sont comme des machines, quoi. Et nous, évidemment, nous avons le logos. Alors, la question animale est un coup de projecteur sur le caractère élitiste et exclusif donc d'un humanisme. Et c'est eux qui vraiment ouvrent cette approche, introduisent cette approche qui consiste à voir ce qui, dans l'humanisme, pourtant porteur des droits de l'homme, donc de choses importantes pour nous, est quand même chauvin, voire contient en lui le germe de la discrimination envers d'autres humains qui ne seraient pas assez, qui ne correspondraient pas aux critères de normalité. Donc là, c'est vraiment une démarche critique de dénonciation, comme la première vague. Et là, c'est intéressant, c'est que la sentience, la sensibilité n'est pas vue comme capacité, mais plutôt comme un pouvoir, comme passivité, comme vulnérabilité. Vulnérabilité vient du mot vulnus, qui peut être blessé. Et donc là, c'est l'idée que nous avons en partage, la vulnérabilité avec les autres vivants que sont les animaux, cette fatigue, cette insomnie, ce besoin de nourriture, cette mortalité, ce non-pouvoir au cœur du pouvoir qui fait qu'on souffre. C'est ça, can you suffer? C'est pas un pouvoir de Bentham. Derrida le lit pas comme c'est un pouvoir, une capacité, lit comme justement une impuissance, mais dynamique, qui aussi permet un pâtir, disons. Et alors, ce qui est intéressant, c'est que tout cela va de pair avec tous les travaux des éthologues qui soulignent l'extraordinaire richesse et complexité psychique des vies animales, toujours au pluriel, des existences, animales. Alors, je ne reviendrai pas là-dessus, sauf que je dirais qu'aujourd'hui, et c'est ce que j'avais déjà fait en 2011, dans un livre déjà ancien, Éléments pour une éthique de la vulnérabilité, il ne s'agit pas seulement de dénoncer
cet humanisme qui, ça a été dit tout à l'heure, oublierait certains grands penseurs, Montaigne, il y en a d'autres, Condillac, etc. Mais c'est plutôt de se mettre sur le côté le volet constructif de la déconstruction, voyant ce que serait un État, une éthique et une politique qui justement prendrait au sérieux le fait que les animaux comptent et que nous avons une communauté de destin avec eux, qui prendrait au sérieux les différences existantes entre eux et nous, c'est-à-dire l'altérité, cette positivité de la différence qui fait que justement, sans dire que nous sommes comme eux, eh bien, on insisterait sur une réflexion sur notre responsabilité envers ces vivants. Donc là, c'est peut-être l'occasion, non pas seulement de déconstruire l'humanisme classique, mais d'en inventer un autre, un humanisme de l'altérité, qui est également ouvert à l'hétérogénéité, la normativité chaque fois différente des individus humains et non humains. Alors donc, je voudrais, et c'est, vous voyez, la transition est toute faite, la deuxième partie qui conjugue, qui marie, pour ainsi dire, dans des épousailles récentes, on doit dire, et inattendues, l'humanisme et l'animalisme. Alors, non pas pour effacer ce qui a été dit tout à l'heure sur ce qu'il y a de violent dans l'histoire de la philosophie et des traditions, etc., mais justement pour voir de l'avant et comment construire justement une autre philosophie du sujet qui prend au sérieux justement le fait qu'il y a un appel de l'animal. Un appel de l'animal, ça veut dire que leur vie compte, mais aussi que ce que nous faisons d'eux accuse les traits de notre visage et est un qui suis-je, révèle vraiment ce que nous sommes et jusqu'où nous sommes allés, peut-être ce que nous avons laissé faire, jusqu'où nous sommes abandonnés à un système que, faute de mieux, on peut appeler capitalisme, à condition de ne pas seulement considérer le conflit, si vous voulez, salarié et capital, mais en prenant au sérieux ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire un système fondé sur le profit, qui implique le fait de baisser sans cesse les coûts de revient et qui ne fait pas du tout attention à la valeur des vies impliquées, qu'elles soient humaines ou non humaines. Alors, donc, je dirais qu'il y a la question animale est d'emblée, quand on dit ça, une question de justice, et pas seulement d'éthique. Ce n'est pas seulement une question liée à la cruauté, à l'inhumanité de notre rapport aux animaux, mais c'est une question de justice, ça veut dire qu'elle pose d'emblée la question des limites qu'on assigne ou pas à notre pouvoir d'user des autres ressources et à notre pouvoir de considérer les autres vivants ou de les traiter justement comme de simples ressources. Donc la maltraitance animale, ce faisant, est le miroir de ce que nous sommes devenus. Et c'est ça qui est tout à fait intéressant aussi à considérer quand, comme moi, on essaie de penser en quel sens elle peut être la cause de l'humanité et aussi le levier non seulement de la dénonciation d'un système, un modèle de société, mais le levier de la promotion d'une transition environnementale, laquelle engage certes une réflexion sur l'habitation de la Terre, mais aussi donc la prise en compte de la finitude de la Terre, mais de ce qu'on appelle les ressources, que moi j'appelle nourriture, mais aussi la juste cohabitation avec les autres vivants, et l'idée que c'est aussi ce que nous sommes, notre identité. Voilà, notre identité n'est pas seulement liée à la liberté, au choix, mais vraiment à la manière dont on répond à l'appel de l'autre, dont on use de ce que nous avons, l'éthique. Et pas seulement un rapport entre liberté, mais elle est liée vraiment à la responsabilité, à la manière dont on habite la Terre. Alors, justement, si la cause animale est la cause de l'humanité, et c'est aussi parce que nous nous sommes déshumanisés en acceptant finalement toutes ces violences. Et je voudrais dire deux petites choses. Je dirais que, aujourd'hui, en plus, il y a énormément de vidéos, et c'est vrai que le travail qu'a fait L214 a quand même changé la donne pour la plupart des personnes qui n'étaient pas éveillées à ces questions. Néanmoins, même ces personnes ne changent pas durablement leur style de vie, et on peut dire que tout le monde a entendu parler de ces vidéos, et tout le monde, même dans notre pays, n'a pas changé son style de vie. Eh bien, ça veut dire que les violences faites aux animaux sont du moins refoulées. Les personnes, si vous voulez, refoulent les émotions négatives liées aux maltraitances animales, à des choses, à des violences qu'ils n'ont pas été équipés psychiquement à voir, à regarder en face, parce que, évidemment, c'est très difficile de voir ces images, mais c'est très difficile aussi de penser, de supporter la honte que ces images génèrent en soi.
une humanité qui fait cela, c'est quand même quelque chose. Oui. Et donc du coup, il y a vraiment l'idée que nous refoulons des émotions négatives et que nous nous clivons. Et il y a beaucoup de stratégies de défense et de ressorts psychologiques que nous utilisons qui expliquent le déni ou l'indifférence ou disons la conscience, mais le fait que cette prise de conscience de l'intensité des souffrances animales générées par nos styles de vie, eh bien, ne transforme pas les individus. Il faut vraiment penser que la transformation des styles de vie, c'est quand même le résultat d'un cheminement ou en tout cas d'un processus, et le traumatisme des vidéos, évidemment, est fondamental, mais ne suffit pas à générer un engagement durable. Il doit être accompagné par le langage, par la réflexion, mais aussi quelqu'un doit vraiment accepter ce mal-être et cette réflexion sur le mal. Parce que je ne vois pas comment on peut appeler ça autrement, dans la mesure où on reconnaît que les animaux ne sont pas des machines, qui sont des soins vulnérables. Donc là, il y a l'idée vraiment, vous voyez que les êtres qui ne tirent pas les leçons de cette conscience-là se clivent, refoulent leurs émotions ou éteignent, disait Rousseau, mais c'est repris par Derrida, la pitié, laquelle est une identification prélogique, pré-réflexif à tout être sensible qui souffre inutilement et qui va me chercher dans ma nudité pour aller considérer un être nu, c'est-à-dire qui va me chercher en deçà des appartenances de classe, de genre, de tout ce que vous voulez. Et évidemment, la pitié n'est pas la morale, elle n'est pas la justice, elle n'est pas la responsabilité, mais sans la pitié, y a-t-il une morale, y a-t-il une justice, y a-t-il une responsabilité, y a-t-il même le sens de la justice ? Question très profonde qui souligne le lien entre la morale, les traits moraux et les dispositions morales qui engagent à la fois, voyez, l'intellect mais aussi le psychisme dans ses couches les plus archaïques et profondes et le sens de l'obligation, les transformations dans les styles de vie et le politique. Donc vous voyez que, et je dirais pour finir ce petit temps là, que justement c'est pour ça que la question animale est une question civilisationnelle, parce qu'elle touche au très fond de notre âme et justement à quelque chose que nous devons regarder en face pour changer. Et je dirais que c'est vrai que ce qui a été beaucoup abîmé en Occident, notamment depuis quelques siècles avec une société technoscientifique, c'est justement le niveau archaïque et primitif, le niveau pathique, le niveau du sentir qui est très exactement celui qui est impliqué dans la rencontre avec un animal. Nous sommes beaucoup, vous avez rencontré beaucoup de cerveaux sur pattes, de gens très intelligents, mais qui sont des cerveaux sur pattes au sens où ce qui est le ressort des transformations liées justement à des prises de conscience a été étouffé. Ou pour parler comme France de Waal, ils ont le noyau mammal de l'empathie, qui est justement la pitié, a disparu et il n'y a que les couches supérieures, la capacité à se mettre à la place de l'autre et même à lui accorder, non seulement, dans le meilleur des cas, à lui apporter une aide ciblée pour le soigner, ce que ne fait pas forcément l'animal, qui ne peut pas toujours soigner quelqu'un d'une autre espèce que la sienne, mais surtout, chez les cerveaux sur pattes, il y a ce qui a été... le noyau mammal a disparu dans l'empathie, et le niveau supérieur existe, y compris la capacité à savoir ce qui peut faire souffrir à l'autre. Vous savez que l'empathie est une notion ambivalente, c'est la capacité à savoir ce qui peut faire du bien, mais aussi du mal à autrui, notamment dans ces couches, quand elle utilise les couches supérieures que nous avons. Mais ce que nous avons en commun avec les animaux, dans l'empathie, le noyau mammal, cela, les animaux l'ont, mais nous, souvent, certaines personnes ne l'ont pas. Et je dirais que c'est vrai que ce qui a été abîmé dans notre société, c'est souvent ce qui est lié au corps, au sentir, à l'infraverbal et justement à ce niveau archaïque primitif. Et je crois au contraire qu'il n'y aura pas de transformation profonde de l'individu si elle se situe seulement au niveau intellectuel. Il faudra non seulement travailler sur les vertus, sur le niveau moral, mais sur le niveau des représentations, sur le niveau des affects, je le définirai tout à l'heure. C'est pas la même chose, c'est pas seulement psychologique, c'est lié vraiment à une transformation de soi, de se sentir, mais aussi ce niveau archaïque qui engage aussi l'inconscient et qui s'exprime dans le sentir, dans le corps. Alors, troisième raison, si vous voulez, il y a donc une guerre de la place de la pitié dans la justice, disait Derrida, et je trouve que c'est très éloquent, cette manière de dire finalement que nous traversons une période critique qui est pour les animaux, mais aussi
que nous sommes en guerre contre nous-mêmes, que nous le voulions ou non. Alors, je dirais que justement, cela inscrit la cause animale dans l'histoire. Je crois que si elle émerge aujourd'hui, évidemment pas autant que nous le voudrions, mais ce n'est pas un hasard, et je m'en explique. Je propose, si vous voulez, évidemment, pour aller vite, 4 âges pour situer un peu pourquoi, enfin, comment nous sommes, quoi. L'âge théologique, pour, si vous voulez, c'est les actions de nos ancêtres avaient un sens qui transcendait leur vie, Dieu, ou l'histoire jugerait. Il y avait une épaisseur d'existence individuelle. L'âge des philosophies de l'histoire, pensez à la résistance, pensez au marxisme, qui a quand même été extrêmement important. Bon, le réel aussi, expliqué à partir d'un moteur, la lutte des classes, mais aussi avec l'idée d'une fin de l'histoire, d'un but et d'une fin. C'est l'idée que l'individu, il pouvait sacrifier sa vie ou son bien-être, son plaisir, pour servir une cause qui transcendait son existence, qui était le progrès de l'humanité, l'avènement d'une société sans classe, comme vous voulez. En tout cas, les individus n'avaient pas pour horizon qu'eux-mêmes. Or, la chute du mur de Berlin, la révélation des camps soviétiques sonnèrent le glas des philosophies de l'histoire et l'utopie politique a été tabou. On s'en souvient. Début des années 90, il n'est resté que, bien justement, l'économisme, le capitalisme, c'est-à-dire la production, la consommation. Et c'est ce que j'appelle, moi, l'âge de la désolation, reprenant le mot désolation à Arendt, qui le distingue de la solitude et qui parlant de désolation, elle parle d'une expérience de la désubjectivation, du fait que les individus se sentent de trop. Ils ne se sentent pas reconnus, ils se sentent de trop. Et ils ne se voient que comme des forces de production ou de consommation et justement, ils ont perdu le sens de ce qui les reliait aux autres et le sens d'un horizon, pas d'horizon. Donc du coup, il n'y a que la consommation et tout ça. Et elle n'était pas dans le système de société de consommation. En tout cas, c'est pas, quand elle parle de cela, c'est pas ce à quoi elle pense. Elle analyse cela dans le contexte d'une réflexion sur le totalitarisme comme danger précis, particulier aux démocraties de masse. Et le totalitarisme, qui est un système qui vous fondé sur la domination absolue et qui vous convainc que vous êtes de trop, et qui est lié à la vulnérabilité justement d'êtres qui se sentent de trop, qui justement font cette expérience de la désolation. Et je crois que par certains aspects, pas par tous, nous sommes aussi, pour des raisons différentes que dans les années 30, dans un âge où dangereux politiquement, pour des raisons justement liées à cette expérience de la désubjectivation que beaucoup d'entre nous font, que beaucoup de nos contemporains font, et qui est liée au sentiment de perte de soi et qui va paradoxalement de pair avec la volonté tyrannique de s'imposer par tous les moyens, avec la peur panique de l'altérité, de tout ce qui échappe à sa maîtrise. Et cet âge de la désolation va se manifester aujourd'hui par un rapport décomplexé au corps, aux vivants, aux femmes, aux animaux, par justement un nihilisme et par ce besoin de domination. Et le besoin de domination, il a un rapport avec toute cette peur de l'altérité, cette insécurité intérieure. Vous voyez, cet sentiment d'impuissance et la toute-puissance sont liés. Et cela se manifeste particulièrement dans le rapport à ces autres vivants dont la vie nous est confiée. Donc la domination, c'est aussi le résultat d'un certain rapport à soi, au corps et aux autres qui se reflètent dans le rapport aux vivants. Et en même temps, et c'est le dernier âge, en même temps que cet âge de la désolation et cette manière décomplexée du nihilisme, eh bien, émerge l'âge du vivant, qui se manifeste, lui, par justement la réhabilitation de la vulnérabilité. Vous le voyez en sciences sociales, de manière différente, l'éthique du Caire. Chez moi, c'est un petit peu différent de l'éthique du Caire, mais nous sommes nombreux à avoir travaillé sur cela, sur la réflexion sur les limites à assigner à notre consommation. L'écologie travaille la finitude des ressources, travaille la finitude de la Terre, qui n'est plus une géante, l'homme étant un prolétaire de la création chez Hobbes. Mais nous savons que la nature est fragile. Eh bien, donc, le rapport au corps, à la vulnérabilité, à la finitude et l'acceptation de la passivité, justement de ce non-pouvoir au cœur du pouvoir dont je parlais tout à l'heure, la réconciliation avec ce qu'il y a dans cette passivité, pas seulement de souffrance, mais aussi d'endurance, au sens positif du terme, de signification. Et au cœur de ce mouvement-là, eh bien, la cause animale s'impose comme une cause phare,
comme une cause qui éclaire tout cela, qui relie tous les fils. Et qui donne en plus une force à cela, puisque la prise au sérieux de leur souffrance, de ce que nous leur faisons, est quand même, quand on accepte de voir cela en face, quelque chose qui change radicalement, irréversiblement sa vie. Donc l'animalisme, vous voyez, qui a une profondeur, naît au creux du troisième âge, qui est caractérisée par cette vague de nihilisme particulièrement violente, qui d'ailleurs s'accompagne par des phénomènes un peu viriloïdes, ça a été dit tout à l'heure, d'une certaine manière. Et donc du coup, l'animalisme est aussi, vous voyez, quelque chose qui peut accélérer et qui accompagne en tous les cas cet âge du vivant dont j'espère qu'il va émerger, parce que c'est vraiment la promesse justement de la transition vers un autre modèle de développement. Un autre modèle de développement, ça veut dire une reconversion de l'économie, j'en parlerai tout à l'heure, ça veut dire une prise en compte de l'égalité, de prise en compte des intérêts des vivants, et c'est l'idée d'une sagesse de l'habitation de la Terre n'étant pas seulement une ressource, mais ayant une dimension, y compris esthétique, étant la Terre nous nourrissant, n'étant pas seulement quelque chose dont on tire une valeur instrumentale, marchande, et qui finalement ne bénéficierait qu'à des groupes, lesquels oublient qu'ils appartiennent à un monde, à un écosystème. Donc voilà, alors justement, à l'issue de cela, on voit qu'on est, je crois aujourd'hui, dans la cause animale, surgit, donc dans un contexte assez important, où les êtres vivent souvent cette désubjectivation, cette désolation en raison des conditions de travail, de l'économisme, et aussi cette émergence de la vulnérabilité, de la volonté aussi de prendre soin des autres vivants, et cela donne lieu, je crois, à cette politisation de la cause animale, dans laquelle s'inscrivent les travaux de Kymlicka Donaldson, publiés en 2011 en anglais, puis récemment l'année dernière Zoopolis, et tout mon travail depuis une dizaine d'années. Alors c'est ce que j'appelle, moi, la troisième vague de la philosophie de l'animalité. Et là, la sentience, je le disais tout à l'heure, n'est plus seulement capacité, n'est plus seulement vulnérabilité, elle est agentivité. Ça veut dire que les animaux, je ne dirais pas qu'ils parlent, mais ils ont un dire. En tout cas, ils peuvent communiquer leurs préférences individuelles, leurs besoins éthologiques, et surtout, l'idée, c'est que cette politisation de la cause animale engage la construction d'une théorie globale du politique. Pas seulement, voilà, on va s'occuper un peu d'éthique animale et injecter de l'éthique animale dans la politique. Non, on va redéfinir le sens du mot politique, qui ne sera plus seulement un jeu entre nous, et même entre humains actuels, puisque l'écologie a déjà travaillé un peu ça, cette idée que le politique est un jeu aussi avec ce dont on vit, la Terre, les générations futures, mais là, la politique devient un jeu avec eux, puisqu'ils ont autant le droit de vivre que nous, ils habitent la Terre, habiter c'est cohabiter, vivre, respirer, occuper, si on prend au sérieux la matérialité de l'existence, le fait que nous ne sommes pas seulement des cerveaux sur pattes, ni des libertés, mais que nous avons une corporéité, que nous avons besoin d'espace, d'air, d'eau, de manger, que nous avons une mortalité, etc., eh bien, on voit que les animaux, justement, cohabitent avec nous sur cette terre, et que la justice impose de prendre en compte leurs intérêts dans toutes nos politiques publiques, dans nos constructions de ponts, dans la manière dont nous usons des terres, dont nous aussi nous rapportons à eux. Alors évidemment, dès qu'on parle de sentience, dès qu'on parle comme j'en parle, la conséquence évidente de cela serait la fin de l'exploitation animale. Et c'est évident. Je ne vois pas comment on peut parler de sentience comme j'en parle, de politiser la cause animale comme j'en parle, et en même temps dire on va faire un peu d'exploitation gentiment, voilà. Mais on va voir comment, dans le contexte actuel, et compte tenu de la spécificité de la politisation de la cause animale, en particulier du fait que pour que les animaux se voient leurs intérêts reconnus, il faut que des humains fasse entrer cette question en politique, et bataille très fort dans le contexte actuel pour le faire, eh bien, il va falloir trouver des moyens stratégiques pour faire entrer cette question qui est bien entrée dans le débat de la société civile, mais n'est pas entrée au cœur du politique, au cœur de l'État, au cœur des institutions. Hélas, ni même encore au cœur de l'économie. Donc, il y a quand même beaucoup de travail à faire. Mais, voyez, en tout cas, l'idée, c'est que la cause animale suppose redéfinir, reconfigurer le politique, qui est toujours une zoopolitique.
Parce que nos activités, ont un impact direct ou indirect sur eux, mais aussi parce que nous partageons l'oikos, le foyer des terriens avec eux, et que, justement, les animaux ont des droits, et que la justice suppose que l'on détermine des règles qui aussi, de cohabitation, qui prennent en compte leurs intérêts, à ceci près que, même si l'origine, la source de ces règles, ce sont les animaux eux-mêmes et non pas nous qui définirions à leur place leurs intérêts, nous devons les traduire, pas les inventer, mais n'empêche qu'il faut bien une voix humaine pour que la prise au sérieux de ces intérêts des animaux soit traductible dans des lois, soit traductible et limite le bon droit des humains dont beaucoup vivent encore de l'exploitation animale et dont la plupart se servent des animaux comme matériel, comme matériaux pour se nourrir, pour manger, etc. Alors, quelle catégorie centrale impose la politisation de la question animale? Je l'ai dit tout à l'heure, la justice, pas seulement l'éthique. On sort de la relégation de la cause animale dans un îlot éthique, il devient une question transversale, générale, qui engage toute une manière de repenser. Les animaux également ne sont pas des patients moraux, ce sont des sujets politiques, des agents moraux, alors pas forcément des agents délibératifs, parce que c'est vrai qu'ils ne vont pas avoir de philosophie de la vie et délibérer comme dans le contrat social de Rose de Habermas où on va dire je suis à droite, je suis à gauche, je veux cette fiscalité, etc. Mais ce sont des agents moraux, c'est-à-dire qu'ils sont les sujets, pas seulement les objets du droit et de la justice, mais ils sont compétents et ce sont des sujets, c'est-à-dire qu'il va falloir se mettre à l'écoute de ce qu'ils ont à dire, de la manière dont ils communiquent leurs intérêts, de ce qu'ils veulent. Et ça, c'est un travail qui a été fait en particulier par Kim Lika, mais pas que, sur l'idée que justement, compte tenu de ce qu'ils veulent, s'ils sont sauvages, n'ont pas tellement envie d'être chez nous et que du coup, la captivité des animaux sauvages est absolument contraire à la reconnaissance de la sentience et de la gentilité. C'est-à-dire que là, il n'y a pas photo, comme on dit, comme disent les jeunes. Donc, au niveau des droits, quelle catégorie centrale? Eh bien, là aussi, on a souvent le droit classique protégé, comme le droit humain, l'inviolabilité de la personne. Vous savez, comme dit Locke, le droit érige une barrière protectrice entre vous et le monde, ce qui fait que vous ne pouvez pas sortir dans la rue, on vous tue. Si la personne vous tue, eh bien, elle ira en prison, si on la trouve. En tout cas, il y a l'idée de protéger les animaux. Alors, c'est opposable. Malheureusement, vous voyez, quand on parle des droits négatifs ou de l'inviolabilité des animaux, c'est bien théorique. Et donc, il va falloir trouver, et ça a été fait par Kim Lika, plutôt à penser des droits positifs, c'est-à-dire pas seulement des théories abstraites, mais penser les obligations concrètes, au cas par cas, que nous avons à l'égard des différents types d'animaux. Et bien, quand on a un animal domestique, on a une responsabilité à son égard. On va lui donner des croquettes, ce qui est bien embêtant quand on a un chat. Je sais que je ne peux pas m'empêcher de parler de mon chat, enfin, c'est quand même mon aporie préféré, puisque, et oui, il mange de la viande, donc c'est quand même embêtant, mais un jour viendra, il y aura des super croquettes véganes. Oui, mais la mienne, elle est tellement difficile, que voulez-vous. Mais, alors, du coup, bon, et... prochain chaton, si j'en ai un, oui, mais là, bon. Mais voilà, donc du coup, on a, quand je parle de mon chat, je perds toute raison, mais on a, voilà, il faut vraiment, les droits sont positifs, quelles obligations concrètes on a? Bon, on doit nourrir son chat, mais on ne va pas donner comme ça une gazelle vivante à un lion en allant dans la jungle. Je veux dire, bon, il n'y a pas les mêmes obligations concrètes. Plus profondément, il y a une catégorie qui vient de Hume et qui est reprise par Rawls, que j'aime beaucoup, qui est celle de circonstances de la justice. Eh bien, on vous dit souvent, vous savez, les gens qui mangent encore de la viande et qui nous traitent de mauvais véganes, enfin de méchants véganes, nous disent « Ah mais oui, mais dans les sociétés anciennes, parfois les humains tuaient pour vivre ». Ils chassaient, etc. Mais justement, aujourd'hui, on n'a pas forcément besoin, on n'a même pas du tout besoin de tuer pour un animal pour se revêtir de sa peau et se nourrir. Et l'idée, c'est vraiment de promouvoir des circonstances de la justice où il soit facile de faire le moins de mal possible aux êtres sentients, de faire son bien avec le moins de mal possible aux êtres sentients. Autrement dit, si un jour vous croisez un ours dans la rue, pas d'arriver, mais bon, c'est sûr que vous n'allez pas vous dire, écoute, tue-moi, parce que bon, il y a une légitime défense. Mais promouvoir des circonstances de la justice, vous voyez, c'est l'idée qu'il s'agit de se mettre sur une trajectoire où on va rendre possible
le fait de baisser sa consommation de produits animaliers et où justement, puisque souvent les intérêts des humains et des animaux, en tout cas pour l'espace, sont souvent divergents. Mais vous voyez le problème, c'est que l'écologie est centrale dans la cause animale, hein, puisqu'aujourd'hui il y a une bataille des terres et des ressources. On voit bien qu'on ne peut plus aujourd'hui séparer l'écologie de la cause animale, hein, alors que ça a été longtemps le cas dans les années 70. L'éthique animale voulait des droits individualisés et l'éthique environnementale, Aldo Léopold était un chasseur, hein, et en plus il s'en vantait. Hein, voilà. Aujourd'hui il y a une convergence, pas chez tout le monde, mais en tout cas en raison du coût environnemental de la viande, mais aussi c'est aussi que de l'impact de la biodiversité, mais aussi au niveau des êtres, au niveau individuel, il y a une convergence. C'est une sagesse de l'habitation de la Terre, et c'est parce que nous pouvons comprendre que notre habitation de la Terre est immodérée, notre prélèvement des ressources, et que justement on peut aussi se mettre sur une trajectoire où on reconnaît le droit des animaux à vivre. Alors, donc j'ai dit tout à l'heure qu'il y a, c'est des agents moraux, pas des agents délibératifs, mais ça veut dire que ils ont une autonomie en un sens, quoi, une agentivité. Et moi, je viens en fait, dans mes premiers travaux, je travaillais en bioéthique sur les personnes qui avaient des déficits cognitifs et donc qui avaient une autonomie au sens où elles avaient des désirs et des valeurs, mais pas forcément la capacité à les traduire dans les actes. Donc c'était déjà un modèle de, moi j'appelais double capacité, que Kim Lika Donaldson appelle agentivité dépendante, mais on voit qu'en tout cas, depuis 20 ans, le libéralisme s'est mis à bouger en raison justement de l'entrée des personnes qui avaient un pouvoir différent des agents classiques moraux. Donc l'asymétrie est entrée au cœur du politique, et avec elle une reconfiguration des notions classiques d'autonomie, de participation, qui n'exigent pas d'avoir une raison, de faire de la philosophie, etc. Donc je vais un peu vite sur ça car l'heure tourne et je voudrais arriver à quand même des choses importantes sur politiser la cause animale. Comment? Je vais donc aller un peu plus vite. Je dirais que bon, il y a une grandeur, hein, vraiment, de la théorie de Donaldson-Kim Lika. On l'avait d'ailleurs présenté avec Philippe Régnier ici en novembre ou octobre dernier, hein, il y a un an. Mais je dirais que c'est donc une théorie tout à fait fondamentale. Là où le bas blesse, si vous voulez, c'est que d'abord ils prennent les choses, ils prennent vraiment ce que serait une zoopolitique réussie, hein. Ils nous le disent, ils nous le montrent. Or aujourd'hui, il faut savoir comment la promouvoir, comment la rendre possible, puisqu'on n'en est pas encore là. Et on va voir ce que ça engage, même au niveau d'une philosophie morale. Mais aussi, surtout, il faut prendre au sérieux l'asymétrie existant entre les animaux et nous. Le fait que pour qu'il y ait justice envers les animaux, qui n'ont ni tribunaux ni journaux pour nous accuser, et n'ont pas la mémoire des violences infligées depuis des siècles à leur encontre et à leur aînés, il faut que des humains le disent et le défendent leurs intérêts, leurs droits devant d'autres humains. Et donc il faut, si vous voulez, prendre au sérieux cette asymétrie, même si, encore une fois, ça ne veut pas dire que l'humain est la source, le point de départ des droits conférés aux animaux. Ils sont conférés par nous, au sens, parce qu'il faut, le droit en plus suppose l'écrit, etc., mais nous n'en sommes pas la source. Ils sont anthropogéniques, mais pas anthropocentriques. Ça, c'est fondamental. Mais n'empêche qu'il faut que des humains soient convaincus, d'où l'importance de vraiment faire grossir le mouvement de la société civile consistant à montrer l'importance de l'animalisme comme mouvement social. Et vous savez que souvent, il faut une vingtaine d'années entre un mouvement social, philosophique, et sa traduction, son entrée au niveau politique. C'est souvent 20 ans. Alors, bon, mais là, c'est le premier point. Et moi, je pense que vraiment, et c'est ce que j'avais fait dans les nourritures, dans un livre précédent, c'est que justement, la question animale, je le disais, engage une reconfiguration du politique. C'est-à-dire qu'au lieu de penser que les devoirs de l'État se limitent à la réduction des inégalités iniques entre nous, ce qui est déjà pas mal, à la sécurité, grand devoir principal de l'État, eh bien s'ajoute non seulement la protection de la biosphère, mais aussi le fait de prendre en compte les intérêts des animaux. Et alors donc ça veut dire qu'au niveau des finalités, au niveau normatif, qui moi m'avait conduit à faire un contrat social qui institue ça, au niveau du bien commun, hein, il est élargi à cela. Hein. Donc après, deuxième voie, deuxième volet du combat de la politisation de la cause animale, la démocratie, elle est faite pour nous, la démocratie représentative qui est née dans un contexte démographique, écologique,
économiques très différents. Hein. On n'était pas à 7,5 milliards, il n'y avait pas d'avions, etc. La démocratie représentative est présentiste. Elle parle des intérêts immédiats des hommes actuels, du pouvoir d'achat. Déjà, elle est en tension avec la prise en compte des intérêts globaux à long terme de l'écologie. Donc, avec les animaux, vous vous rendez compte. Hein. Donc, il y a une tension, de fait, entre la démocratie représentative et la prise en compte des intérêts des animaux. Alors il faut combler cette tension, cet écart, par, en attendant que tout le monde soit comme nous, hein, et il faut le combler en s'appuyant sur les travaux qui ont été faits pour rendre possible la prise en compte de l'écologie dans la démocratie représentative. C'est des travaux qui ont une vingtaine d'années. Dominique Bourg, d'autres. Moi, j'avais continué là-dessus et je l'avais appliqué à l'animal. Et là, on peut envisager justement que, sortant les ONGE de seulement la société civile, eh bien, il y a la possibilité d'entendre leur voix et qu'elles puissent vérifier que les propositions de loi aient un volet animaliste, c'est-à-dire qu'elles ne contredisent pas le devoir de l'État qui est aussi de prendre en compte les intérêts des animaux et dans un premier temps, en tout cas, d'améliorer de manière substantielle leurs conditions. Mais en tout cas, il faut rendre possible cela. Vous voyez, il y a quand même des aménagements institutionnels à faire au cœur des institutions et pas en dehors. Alors, même s'il ne faut pas tout demander aux institutions, et c'est pourquoi il y a un troisième volet qui est le volet culturel. Le volet culturel et économique. Le volet culturel, c'est évidemment la société civile, mais le volet économique, il a été souvent oublié par Peter Singer, par les animalistes. Or, moi, je crois que vraiment, les innovations économiques dans l'expérimentation animale, où il y a des alternatives fiables qui ne sont pas du tout utilisées, des alternatives fiables aux modèles animaux, qui ne sont pas du tout utilisées, alors en dépit d'ailleurs de la directive européenne de 2010, au niveau du textile et de la mode. La mode, c'est le changement, il y a des alternatives, or on en est encore à beaucoup de fourrure, à du cuir, malgré l'impact au niveau environnemental du cuir des tanneries, avec tous les produits chimiques qu'il y a, malgré la délocalisation et le travail dans des conditions déplorables pour les tanneries, le fourrure, etc. Donc c'est là, vous voyez que là, la question de la mode articule vraiment le volet environnemental et le volet animal. Mais il y a des innovations et il y a aussi à répondre à une demande, voire à façonner aussi une demande, à rendre facile aussi le fait de consommer sans faire du mal aux animaux. Et c'est d'autant plus important qu'aujourd'hui, dans le contexte d'une société mondialisée où on a l'impression qu'on ne peut rien faire, eh bien néanmoins l'individu, il sait qu'il vote en mangeant et qu'il vote en achetant. Et que donc là, il a quand même un pouvoir. Et donc ça, je pense qu'il faut aussi que les enseignes de mode s'emparent de cela. Mais il y a des innovations économiques. Et là, c'est un levier énorme pour faire avancer les choses, parce qu'il y a un marché. Ceux qui prendront les devants, eh bien, feront de l'argent. Et il y a une redéfinition même du sens de la richesse, qui n'est pas le profit d'un individu en moquant tout à fait de l'impact de sa production, des circuits de production, de distribution sur les humains, sur les animaux, sur l'environnement, mais au contraire, des réflexions de l'entreprise au cœur d'un écosystème. Et donc ça, c'est vraiment, oui, là, je pense qu'on a un levier qu'il faut absolument prendre. Et moi, je me consacre un petit peu, en dehors de mon travail philosophique, un peu à convaincre, en tout cas à travailler avec les différents acteurs, même si, évidemment, ils ne sont pas tous véganes, loin de là. Alors, donc, il y a 3 niveaux du combat politique et il y a 2 temporalités. Souvent, on a opposé le welfarisme et l'abolitionnisme. Et c'est vrai, je le disais tout à l'heure, dès qu'on prend au sérieux les animaux, on ne peut pas vouloir les exploiter. Bon, sauf qu'on ne va pas se réveiller demain matin dans un monde vegan, mais on va essayer de se mettre sur une trajectoire pour qu'un jour cela soit possible. Alors, au moins, ce qu'on peut faire, c'est pas dire le welfarisme seulement et l'abolitionnisme, c'est pas possible, non, mais on va faire une double temporalité. C'est-à-dire, au moins, dans l'immédiat, c'est-à-dire dans les années qui viennent, je vais en reparler, faire en sorte qu'il y ait des améliorations substantielles dans la mode, dans la cuisine, dans la proposition de la cantine à l'Élysée de produits végétaliens, qu'il y ait certaines pratiques, on va voir lesquelles, supprimées actuellement, bientôt, parce qu'elles sont justement génératrices non seulement de souffrances inouïes, mais qu'en plus elles ne correspondent plus du tout
à la société civile, mais elles existent encore, en tout cas une évolution. Et en même temps, faire en sorte que les individus devenant de plus en plus sensibles à la cause animale par un travail qu'on aura fait au niveau des militants, au niveau philosophique, au niveau moral, eh bien, cela grandit, c'est qu'un jour, la plupart des individus en viennent à considérer qu'il n'est pas possible d'exploiter les animaux, de les manger, etc. Mais vous voyez une double temporalité. Hein. On voit, on a l'horizon qui est l'abolitionnisme, mais on travaille dans l'immédiat avec la plupart des êtres qui considèrent encore qu'on peut s'habiller avec du cuir, etc., manger de la viande, mais il faut au moins rendre possible cela. Et quand on fait on a cette manière de penser une double temporalité, on évite, si vous voulez, les conflits, quoi. On n'évite pas les conflits, non, mais on évite, je veux dire, les polémiques un peu, voyez, prise de tête, quoi, oui, du genre Justine Porcher qui tient son welfarisme comme ça à bout de bras, et il y aurait un vegan qui s'exciterait en face, qui aurait bien raison. Enfin bon, voilà, ce qu'il faut, c'est au moins se mettre sur une trajectoire. La cause animale, elle est globale, transversale, mais on s'adresse toujours à un public différent. Et dans Spinoza, qui était athée, quand il écrit le traité théologico-politique en 1670, de manière anonyme, tout le monde l'a reconnu, enfin bon, en mettant de côté son œuvre majeure, l'éthique, il fait semblant d'être chrétien parce qu'il s'adresse à des contre-remontrants, à des protestants qui utilisent l'Ancien Testament pour promouvoir la théocratie. Il a un art d'écrire, il a une rhétorique pour communiquer, et je pense qu'il faut faire ça. Et par exemple, j'imagine qu'il n'y a pas beaucoup ici d'aficionados, j'espère, mais il est clair que quand vous rencontrez des êtres qui adorent la corrida, vous voyez très très bien qu'ils mettent leur identité dedans et qui vous disent oui, mais on est dans un monde hygiéniste, il n'y a pas de rapport à la mort, nous en ensanglantant le taureau, on a un rapport à la mort. Alors c'est ça qu'il faut comprendre de l'intérieur pour pouvoir s'y opposer. Et voilà, je crois que, même si je suis très difficile avec les aficionados, mais vous voyez, je pense que là aussi, dans le travail des militants, il y a vraiment à cerner la spécificité des problèmes et la spécificité du discours adapté pour pouvoir répondre aux problèmes, porter ça au niveau social, voire politique, pour arriver à des avancées. Et pas seulement s'en tenir au discours, les véganes, welfaristes et indifférents, grands chasseurs et grands aficionados. Je veux dire, vraiment, si on arrive à convaincre que la cause animale est la cause de l'humanité, qu'elle est l'occasion de la transition vers un modèle de développement plus juste, qu'elle est aussi peut-être l'occasion d'une prospérité économique, eh bien pour la mode, vous voyez, en plus il y a les questions de l'image. Je pense qu'on y arrivera, en tout cas on arrivera à quelques résultats, des résultats qui sont nécessaire bientôt. Alors je pense que je ne vais pas dépasser, il me reste 5 minutes, 6 minutes, ne vous inquiétez pas, hein. Donc je ne vais pas dépasser. Ce que je voudrais finir par développer quelque chose qui me semble essentiel. Quand j'ai dit qu'il y avait 3 niveaux institutionnels, normatifs, les finalités de l'État, institutionnel, culturel, économique, je crois qu'il y a vraiment la question animale engage une transformation de soi. Donc, il y a un lien entre la transformation intérieure et la transformation de la société. Bien sûr, il faut des lois, des institutions, mais sans des individus qui ont des dispositions mentales, affectives, pour éviter la corruption, pour soutenir, préserver la santé de la démocratie, pour modifier leur comportement et arriver justement à réduire leur empreinte écologique, il faut donc des êtres qui soient de telle ou telle manière. Il faut, si vous voulez, pas seulement se focaliser sur les interdictions, les devoirs, les obligations, les principes, ni sur les conséquences de ces actes, c'est-à-dire sur une éthique normative. Il faut réhabiliter, je crois, une éthique des vertus qui se focalise non sur les normes, mais sur les agents, les manières d'être, sur qui il faut être pour avoir du plaisir à baisser sa consommation de manière générale. Qu'est-ce qui fait, quelles dispositions morales, engageant à la fois des représentations et des émotions, font qu'un individu sent le respect des autres vivants comme une composante du respect de lui-même. Eh bien ça, c'est un travail qui engage un processus d'individuation. L'éthique, c'est une transformation de soi. Une transformation de soi qui n'est pas seulement intellectuelle, qui n'est pas seulement morale, qui n'est pas seulement psychologique, qui engage, certes, l'élection de certains biens, la justice, mais aussi un élargissement du sujet. Lutter contre l'anthropocentrisme, c'est pas seulement dénoncer le chauvinisme de l'éthique ancienne, c'est vraiment intégrer au cœur de son bien-être le bien-être des autres vivants. Et ça passe par la reconnaissance de sa finitude et par la reconnaissance de sa condition engendrée. En particulier par le fait que quand on est,
Le fait de naître, d'être... Il y a l'intersubjectivité en soi, c'est-à-dire qu'il y a le trouble de plusieurs existences au cœur de soi. Vous ne vous êtes pas donné la vie tout seul. Il y a en vous une lignée, une liaison ombilicale des vivants pour arriver à cette tête, à celui-ci, etc. Il y a une pluralité en vous. La naissance est aussi la promesse que chacun a de renouveler le monde, disait Hannah Arendt. Mais il n'y a pas seulement l'intersubjectivité au cœur du sujet dès que nous sommes nés. Il y a aussi le monde commun. Quand je nais, le monde commun fait des générations passées, présentes, futures, qui sont comme une transcendance dans l'immanence. Les institutions, la biodiversité, le patrimoine naturel et culturel, eh bien, m'accueillent à ma naissance. Il est plus vieux que moi, ce monde commun, et il survivra à ma mort individuelle. Et vivre, c'est justement être la promesse de la possibilité de la transmission de ce monde commun. Ce qui engage beaucoup de choses au niveau politique et ce qui engage évidemment au niveau écologique. Vous voyez à quel point la question de la transition environnementale est majeure. À partir de la transition environnementale, il y a un projet politique vraiment fort. Et qui évidemment inclut les animaux. Donc vous voyez que, et moi je pense que, et je finirai par ça, une des voies de ce que j'appelle l'éthique de la considération, qui est l'éthique des vertus que je propose dans un livre qui paraîtra en janvier, c'est ce que j'appelle la transdescendance. Non pas l'ascension vers une transcendance, mais la descente, le fait qu'en soi, l'approfondissement de la connaissance de soi comme d'un être vulnérable et charnel, qui fait que la conscience que j'ai de la communauté de destin avec les autres vivants, ou la conscience que j'ai d'appartenir à un monde commun, devient un savoir vécu. Devient quelque chose qui change ma manière de sentir, de voir, d'admirer les êtres sans avoir besoin de les engager. Devient quelque chose qui implique un engagement. Et vous voyez qu'on relie ici la morale, l'existentiel, le politique et toutes les couches archaïques du vécu, puisque ça se passe par une exploration du sentir dans sa dimension infrarationnelle. Il y a l'idée d'une transformation de soi, d'une individuation, permettant d'ailleurs que la personne ait du plaisir à se conduire de manière sobre, etc., et qui permet justement de faire qu'on passe de la théorie à la pratique, de la pensée à l'action, et qu'on comble cet écart insupportable qu'il y a entre, justement, un sujet qui émerge, qui concerne beaucoup de monde, et une réalité qui est toujours aussi atroce. Entre aussi tous ces écrits extraordinaires dans l'écologie, dans l'éthique animale, même pour la reconstruction de la démocratie, et une réalité si pauvre, voire si menaçante, si dangereuse. C'est pourquoi, et les animaux, le rapport aux animaux touche exactement cette exploration du sentir. Les animaux sont vraiment nos professeurs d'altérité. Et je finirai en conclusion qu'il y a dans ce projet lié à la transition environnementale et au cœur et à l'animal, eh bien un projet d'émancipation, puisque l'individu se transforme, chassant ses passions tristes, je n'ai pas le temps d'en parler, mais retrouvant le monde commun à lui, cette épaisseur de notre existence individuelle, sans avoir besoin de Dieu, sans avoir besoin d'une idéologie, mais à l'intérieur de soi, mais un soi élargi. Il y a un petit peu de Spinoza dans l'air. Bon, mais ça engage un processus civilisationnel. Les lumières, d'autres lumières, vous savez en allemand, lumière Aufklärung, c'est pas tout de suite, comme en français lumière, c'est un processus dans lequel on s'engage. Et vous voyez, et avec des nouvelles lumières, parce qu'on n'est pas dans l'anthropocentrisme, on n'est pas dans l'idée que la nature est un pur fondement, alors que les lumières de Kant, c'est des lumières, une philosophie de la liberté, la nature est un pur fondement. Là, l'écologie transforme, la politique transforme les lumières, et c'est porteur d'un projet de civilisation. Je crois que nous avons tous un monde à y gagner. En tout cas, c'est ce que je disais en janvier 2017. Je suis un petit peu plus déprimée maintenant, donc je dirais que nous avons un monde à y gagner, mais il va falloir quand même faire des actions assez rapidement. Et moi, j'avouerai humblement que je pense ne pas pouvoir supporter vivre très longtemps dans un monde où on fait ça aux animaux. Alors il va falloir gagner. Il va falloir en tout cas se mettre sur une trajectoire où il y aura des résultats. Je crois que chacune doit se demander ce qu'il peut faire. Bon, chacune doit se demander ce qu'il peut faire là où il peut le mieux, là où il peut être le plus utile, et on ne peut pas tout faire. Et bon, je répondrai volontiers à vos questions sur ce que moi j'envisage de faire, je ne dirai pas tout bien sûr, mais voilà, je crois que c'est des questions, en tout cas, qui je crois qu'aujourd'hui, en 2017, là, cet automne, nous devons quand même envisager que avant les prochaines élections présidentielles, quelque chose se soit passé. Pas seulement au niveau médiatique, je me méfie beaucoup des médias, mais au niveau justement de la transformation de la société, de l'économie, des leviers qu'il faut activer en profondeur pour que ça devienne irréversible et que ça soit vraiment traduit concrètement. Je vous remercie.